Nous- Merci, madame. Merci, madame le maire. Vous êtes gentil. Nous nous excusons devant le prochain intervenant d'être un petit peu en retard et nous demandons à M. Luc Villemer de bien vouloir se présenter, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Normalement, les particuliers ont 15 minutes, mais on vous a dit que vous aviez une demi-heure par erreur. Si vous voulez la prendre, monsieur, je vous la donne. Non, je vous la donne. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Non, mais je vous le dis parce qu'on est en retard, là. Oui. Mais si vous avez, on vous a dit que vous aviez droit à une demi-heure. Si vous voulez la prendre, vous la prenez. Mais on vous demanderait quand même de prendre une dizaine de minutes maximum pour résumer votre pensée, pour permettre les questions. Bien. Bien, en guise de préambule, ma première réflexion sera celle de vous dire que je me demandais devant qui j'allais me trouver ce matin, mis à part vous, bien entendu, M. David, bonjour. Je me trouve intéressé de voir que nous avons aussi pour cette discussion, ceux qui sont en jeu même par le projet de décentralisation, les directions des services gouvernementaux dans notre région. C'est à proprement parler de ça qu'il s'agit, et les questions que j'ai entendues tout à l'heure reflètent énormément, je crois, la nature de l'enjeu. Je vais vous prononcer ce texte, ça devrait prendre à peu près une dizaine de minutes, effectivement, et puis on va passer ensuite à des questions. En 1992, d'abord, cette allocution, je l'ai intitulée « Les mesures de la décentralisation ». En 1992, la Fédération des commissions scolaires du Québec engageait l'ensemble de ses membres, les commissions scolaires, dans une démarche de réflexion sur le thème de la décentralisation. J'étais alors commissaire et dans le cadre de cette réflexion, j'ai amené la commission scolaire Outaouais-Hall à prendre position en faveur de la décentralisation. Ça me prendrait un verre, là, s'il vous plaît. Le projet de résolution que j'ai fait adopter était basé sur le constat pour les commissions scolaires de 3 niveaux de pouvoir impliqués dans un processus éventuel, de décentralisation. Voici quels sont ces 3 niveaux. Le premier niveau est l'état des pouvoirs réels et complets que détient une instance comme une commission scolaire. C'est un niveau où aucune autorité supérieure ne peut intervenir sur une décision ou sur son exécution. C'est en quelque sorte la souveraineté d'agir dans sa cour sans avoir à demander à qui que ce soit. Mais il y a aussi le niveau de pseudo-pouvoir. Ce deuxième niveau existe présentement à une grande échelle au sein des commissions scolaires. La loi sur l'instruction publique prévoit en effet un bon nombre de pouvoirs, tels bel et bien confiés aux commissions scolaires, mais qui doivent, pour être utilisés, faire l'objet d'une approbation ministérielle. Autrement dit, même si le pouvoir existe dans les livres comme attribué à la commission scolaire, dans les faits, il nécessite l'intervention d'une autorité supérieure pour être exercé. C'est ce que je désigne comme un pseudo-pouvoir. Et il y a les pouvoirs autres, les nouveaux pouvoirs que pourrait recevoir une instance publique, comme une commission scolaire ou une municipalité, représentent donc un 3e palier. C'est à ce palier que l'on s'adresse habituellement lorsque l'on aborde la question de la décentralisation, même en interprétant les définitions du document « Décentralisation, un choix de société ». Il s'agit d'un nouveau pouvoir non détenu par des instances locales ou régionales provenant d'autorités supérieures et qui sont soit déléguées, soit transférées vers le bas. Chacun de ces 3 niveaux comporte des difficultés qui leur sont propres. Et il s'agit bien de niveaux, c'est-à-dire qu'avant de passer à un niveau suivant, dans une perspective de décentralisation, il serait essentiel de régler les problèmes appartenant à un niveau propre. Au sein des commissions scolaires, le premier niveau pose déjà un problème de taille. Attendez-moi un instant. Selon les plus récentes analyses réalisées par le vérificateur général du Québec, l'exercice des pouvoirs dévolus aux commissions scolaires se fait avec beaucoup d'insuffisance. J'en tiens pour cause principale la déficience du système de représentation qui gouverne cette instance publique. Les commissaires élus, puisque c'est d'eux dont il s'agit, font face à des administrateurs sans avoir de ressources autonomes, sans une rémunération décente et sans souvent savoir tout le potentiel dont ils sont théoriquement les détenteurs. Faute de moyens adéquats, les décideurs publics sont à la merci de toute forme d'influence qui viennent interférer dans leur rôle. Il en résulte souvent des incapacités à utiliser au maximum ce que sont les commissions scolaires, actuellement comme organismes publics
et autonomes dans le cadre du mandat qui leur est confié. Le premier défi d'une démarche de décentralisation consisterait donc, par étapes, à commencer par augmenter l'efficience de ce qui existe déjà, mais qui demeure sous-exploité. Il faudrait pour cela augmenter les ressources attribuées aux corps décideurs et aux exécutants dans la structure de décision. Avant d'atteindre le plein potentiel d'exploitation des structures actuelles, comment pourrions-nous, autrement, envisager d'y affecter de nouveaux pouvoirs, alors même que les pouvoirs présentement détenus ne sont pas exercés? Ou peu. C'est là le premier défi de la décentralisation. Avant tout, maximiser les forces déjà en présence. Nous ne pourrions passer à une autre étape sans atteindre d'abord cet objectif. Une fois le plein déploiement des potentiels atteints, une deuxième étape de décentralisation pourrait être envisagée. Mais à tout le moins, au niveau des commissions scolaires, il ne s'agirait pas de passer simplement à l'attribution de nouveaux pouvoirs détenus jusqu'alors par des autorités supérieures. Il s'agirait avant d'examiner tous les pseudo-pouvoirs, ceux qui demandent une approbation avant exécution, et d'évaluer la manière d'éteindre le tutorat qui les caractérise. En éliminant l'obédience attachée à ces pouvoirs, on contribuerait à responsabiliser davantage les organismes publics qui, jusque-là, devaient s'en remettre aux choix et aux contraintes venant d'en haut. Toutefois, ce surcroît d'autonomie devrait être assujetti à une responsabilité tout aussi augmentée, qui n'est certes pas pour faciliter l'organisme dorénavant plus autonome. Les pouvoirs déjà détenus étant consolidés, la troisième étape consisterait enfin en l'octroi de nouveaux pouvoirs, ce qu'on appelle de façon limitative la décentralisation. L'exercice que je viens de faire consiste à vous démontrer que la décentralisation n'est pas simplement un transfert de pouvoir du haut vers le bas. Il doit s'agir d'un ensemble de mesures dont l'objectif est d'augmenter la prise que peuvent avoir les communautés locales et régionales sur leur devenir. Ces mesures ne sont pas ni exclusivement, ni nécessairement l'attribution de nouveaux pouvoirs. Débrouillez-vous avec. Il y a longtemps que nous parlons de décentralisation. À vrai dire, à partir du moment où le Québec s'est donné une fonction publique importante, un État moderne digne de ce nom, lors de la Révolution tranquille des années 60, le paradoxe est apparu. Une centralisation de plus en plus forte et un discours décentralisateur de plus en plus présent. Même les partis politiques qui parlent de décentralisation dans leur programme depuis des années exercent néanmoins une centralisation éhontée au sein de leur structure partisane. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que la décentralisation comme sujet de discussion soit prise au sérieux? C'est la plus importante inquiétude, mais ce n'est pas la seule. En examinant le document décentralisation, un choix de société, un certain nombre d'appréhensions me viennent et je prendrai les dernières minutes qui me restent pour vous en faire part. La décentralisation est en quelque sorte une redistribution du pouvoir à travers les institutions disponibles. Mais je crains que malgré son patrimoine, malgré aussi toute l'importance de son mandat pour le devenir de notre société, l'éducation soit une fois de plus traitée comme un butin à départager, sans but. Je m'explique. À la page 7 du document, on note une ambiguïté importante. Lorsqu'il s'agit du système d'éducation, on laisse entendre que le gouvernement du Québec donnera suite aux États généraux en procédant à, et je cite, un réajustement en profondeur. Fin de la citation. C'est ambigu. S'agira-t-il d'ajustement, ce qui signifie des modifications sur le détail, au niveau de la forme, ou s'agira-t-il de profondes transformations qui comprendront la remise en question même des commissions scolaires? J'ai de la difficulté à concevoir ce que peut être un réajustement en profondeur. Ça, il faudra expliquer un peu. Il ne faut pas aussi minimiser le fait que les commissions scolaires précèdent les municipalités. Elles font partie du patrimoine institutionnel du Québec. Certes, elles ont parfois et même souvent éprouvé des difficultés à répondre aux changements. En revanche, elles répondent toujours aux besoins lorsqu'il s'agit d'administrer sur le territoire du Québec de manière particulière avec un découpage particulier de mandats éducatifs. Le problème des commissions scolaires n'est donc pas uniquement un problème de structure, c'est aussi un problème de ressources. Prenons garde donc de sauter trop rapidement à la conclusion qu'il faut démanteler les commissions scolaires pour en redistribuer son contenu et ses responsabilités à d'autres instances municipales ou régionales. Le processus de décentralisation ne doit pas servir de prétexte à cet effet. Je peux comprendre toute la convoitise que représentent les acquets du monde scolaire, mais je m'inquiète tout particulièrement de la capacité des autres instances à exercer adéquatement ce rôle, tout comme je m'inquiète de leur motivation.
Les défis du monde scolaire ne seront pas résolus pour autant si d'autres instances en prennent la charge. Par ailleurs, je m'accorde parfaitement avec les principes d'un nouveau pacte de décentralisation tel qu'énoncé en page 56 et suivante du document. À partir de ces principes, je crois que l'on peut être confiant qu'un cheminement véritablement collectif sera respecté. Et comme le dit le document en page 49, un État souverain, décentralisé, doit permettre aux populations de déterminer leurs priorités en fonction de leurs orientations de développement et se donner des services adaptés aux réalités locales et régionales. En conclusion, je réitère que si nous souhaitons, dans le domaine de l'éducation, comme il est dit en page 62 du document, une participation plus renforcée d'instances décentralisées, il est alors indispensable, impératif, d'améliorer la qualité du processus décisionnel si l'on veut augmenter la responsabilité fiscale et financière des milieux. Cela doit se traduire en répondant concrètement aux craintes exprimées en page 67 du document. Il faut donner les moyens aux commissions scolaires, comme des structures de décision publique dont la légitimité provient d'un suffrage universel, d'éviter une perte de contrôle démocratique de la part des usagers. C'est si bien dit à la page 68, je le cite, la mise en œuvre de la décentralisation doit s'accompagner de mécanismes institutionnels garantissant des conditions favorables à l'exercice démocratique. Mon expérience conclut à une faiblesse à ce niveau au sein des commissions scolaires, mais j'espère que le gouvernement actuel comprendra qu'il faut consolider ces mécanismes institutionnels plutôt que les défaire. Je vous remercie. Merci, M. Villemin. Alors, M. Pierre-Ricard. Oui, M. Villemer. À la page 6, quand vous dites que vous pouvez comprendre toute la convoitise que représentent les acquis du monde scolaire, mais je m'inquiète tout particulièrement de la capacité des autres instances à exercer adéquatement ce rôle. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à d'autres instances qui seraient peut-être intéressées à prendre quelques morceaux qui sont réservés à l'heure actuelle aux commissions scolaires. Je vais y aller d'un exemple. J'ai déjà émis un commentaire là-dessus dans une petite lettre au lecteur. C'était un exemple précis. La communauté urbaine de l'Outaouais a choisi de ne pas subventionner un projet relié à des fouilles archéologiques au cours de cet été 1995. Ensuite, à des fouilles qui avaient eu lieu. Pourtant, l'ensemble des spécialistes en la matière évaluent le site comme d'une valeur gigantesque. Mais malgré tout, les beaux arguments qu'on a pu leur soumettre, tant au niveau de la valeur, tant au niveau même des retombées qu'on peut avoir, qui peuvent donner des projets comme ceux-là, autant au niveau touristique, il s'est avéré que la COO n'a pas vu finalement l'intérêt à travailler au niveau de l'archéologie. Alors, je fais un parallèle. Je me demande le jour où on doit investir dans un domaine comme l'éducation, où la rentabilité n'apparaît pas nécessairement évidente, parce que ce sont des investissements à long terme et d'ordre sociaux. Eh bien, je me demande quels seront les comportements qui pourraient avoir lieu de la part de décideurs locaux ou régionaux habitués à traiter de projets plus terre à terre, puisque l'éducation demande des ressources particulières qui doivent être comprises dans la perspective de vue du mandat éducatif. Donc, d'attribuer des ressources dans une école, en particulier, ça demande une perspective de vue. Et puis, une perspective de vue qui ne peut pas nécessairement se faire en fonction d'une rentabilité à tout le moins mercantile. M. Dugal. Oui, merci. Monsieur le maire, pouvez-vous clarifier, s'il vous plaît, vous dites, avant d'atteindre le plein potentiel d'exploitation des structures actuelles, comment pourrions-nous autrement envisager affecter de nouveaux pouvoirs alors que les pouvoirs présentement détenus ne sont pas exercés? Vous pouvez me donner des exemples? Je vois ça comme un jugement critique que vous portez à l'endroit des administrations. Pas exercé, c'est sans doute. Vous permettez de terminer? Quelques exemples concrets de pouvoirs que les administrations actuelles n'exercent pas. Et les administrations, je parle bien des conseils des commissaires. Oui. Pas ou peu, ou à moitié, ou la vigilance fait défaut, souvent.
Bien sûr, les responsabilités sont accomplies. Je pense que l'ensemble quand on parle des responsabilités, celles qui sont imputables par la loi, celles qui font en sorte que les commissions scolaires doivent répondre à un certain nombre d'obligations, tout cela ne fait pas défaut sans une mise en tutelle. Alors, quand je dis que c'est pas accompli, ce serait peut-être un peu trop loin d'aller dans cette forme-là. Ça me fait plaisir que ça ait soulevé votre attention néanmoins. Ce que je pense, c'est qu'elles sont accomplies, mais pas nécessairement avec le plein potentiel que devrait avoir une instance de décideurs publics qui doivent s'en remettre trop souvent par faute de ne pas avoir d'outils autonomes, d'instruments qui soient propres à eux, doivent s'en remettre à des recommandations administratives qui sont d'ailleurs là pour servir l'intérêt de la commission scolaire, mais sont donc assujettis finalement à une administration publique qui finit par inévitablement prendre le dessus sur les décideurs publics. Vous parlez de l'administration publique à l'interne ou à l'externe? À l'interne. À l'interne. Donc, un conseil des commissaires, puisque c'est ce dont on parle, est soumis à l'administration publique à l'interne de sa commission scolaire. C'est ce que j'entends. C'est une tendance. C'est une tendance que vous avez notée de façon générale ou? C'est une tendance, je dirais, quand je dis une tendance, c'est-à-dire qu'un va-et-vient. Parfois, un conseil se prend en main, investit donc du temps, s'investit lui-même, mais finit dans un autre temps par s'essouffler et par accepter un certain nombre de démarches, et puis finit par reculer au niveau je dirais, de la responsabilité qu'il a de maintenir sa vigilance et de maintenir son acuité face aux décisions qu'il assume. Non, qu'il est responsable. Actuellement, les commissions scolaires sont des organismes tout à fait décentralisés, comme le livre vert a fait mention. Oui. Comment expliquez-vous qu'on en arrive là? Vous nous dites, dans le fond... C'est une faute de ressources. Comment la décentralisation pourrait corriger ça? C'est ce que j'espère avoir fait comprendre dans ce texte, ainsi que dans un mémoire que j'ai déposé aux États généraux sur l'éducation, qui demande carrément à ce que les commissaires, ou quelque forme de représentation publique qu'on va vouloir laisser dans le monde scolaire, soient dotés de ressources autonomes. Quand je parle de ressources, je parle de la rémunération, j'ai parlé dans guide d'exemple d'un secrétariat du conseil, j'ai parlé de services de recherche et de documentation, mais d'un ensemble de ressources qui fassent de ce corps de décideurs un corps autonome, capable donc de mener son chemin par lui-même avec les débats qui doivent se tenir, mais qui ne soit jamais pris à ne pas pouvoir exercer ses fonctions de décision adéquatement, faute de moyens, et qui doivent conséquemment s'en remettre à des recommandations administratives. Voilà. C'est ce que moi j'ai vu, c'est le résultat de mon expérience. Monsieur Yves Roy. Je voudrais juste qu'on continue dans cette veine-là, puisque c'était le paragraphe qui m'avait un peu fait sauter dans un certain sens. Vous comprendrez, on est les administrateurs publics et il y a un énoncé de crise de confiance qu'il y a entre des administrateurs et ceux qui sont élus. Vous pensez que donc qu'avec un bon salaire, un élu, avec un secrétaire ou quelques attachés ou un centre de documentation, il aurait le plein pouvoir des choses. Est-ce que c'est pas plutôt une question de confiance entre des administrateurs et des élus plutôt qu'uniquement des moyens? C'est ça qui me posait la question. C'est ce qui me faisait problème dans votre énoncé. La notion de confiance doit être à la base d'un bon fonctionnement, effectivement. Et je pense que ce serait se tromper que de penser qu'il s'agit uniquement d'un problème de confiance. C'est parce qu'il faut se demander quels sont les rôles de chacun. Le rôle d'une administration et le rôle d'un corps qui est élu par l'ensemble des citoyens. Cette mécanique existe depuis près d'un siècle et demi, depuis plus d'un siècle et demi, au niveau des commissions scolaires, et s'est habitué à fonctionner à deux pistons. Mais depuis les années 60, on a vu une progression exponentielle au niveau de l'administration publique. Et puis, cette administration-là est donc
fonctionne, bien sûr, c'est une dynamique à deux, entre le politique et l'administratif. Cette dynamique, elle fonctionne parfois bien, parfois moins bien. Ça, c'est une chose. Mais mon constat, c'est qu'il y a au sein même du corps politique une faiblesse qui est congénitale à elle-même. Donc, je ne m'en prends pas aux administrateurs. On le dit souvent, n'est-ce pas? Le pouvoir ne met pas de vide. Donc, si tu n'es pas capable de remplir ta fonction, il y a quelqu'un qui doit le faire pour toi. Il y a quelqu'un qui va le faire pour toi. Mais c'est pas comme ça qu'a été pensé à l'origine un système administratif et politique qui fonctionne en dualité. Donc, c'est là le problème. Je crois que l'administration joue son rôle. Elle doit parfois jouer même plus que son rôle lorsqu'il y a une déficience qui appartient au corps de décideur. Cette déficience, je considère qu'elle existe et que c'est là-dessus qu'il faudrait travailler dans une perspective de décentralisation. Ça va? Monsieur Villemer, tantôt, vous sembliez avoir un manque de confiance dans le sens de transfert de responsabilité au niveau municipal. Et vous avez utilisé l'expression que le niveau municipal est peut-être plus habilité à gérer des choses terre à terre, si j'ai bien compris. Dans l'hypothèse du maintien des commissions scolaires, est-ce que la partie terre à terre de la gestion des commissions scolaires, c'est-à-dire le transport et les immeubles, pourrait être transférée aux municipalités? Je crois que tout est possible au niveau d'une administration publique à partir du moment où il y a des ententes qui sont négociables, n'est-ce pas? C'est comme entre deux pays, hein? Puis je pense qu'il est donc possible, que ce soit entre commissions scolaires ou entre municipalités, d'en venir à des ententes de régie commune pour des services communs, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de l'informatique. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Tout ça est donc l'objet d'entente. Va-t-il falloir qu'il y ait des ententes à la pièce? Ou va-t-on en venir à ce que parfois des commissions scolaires soient fusionnées ou qu'il y ait des tiers organismes à qui l'on donne communément un mandat pour gérer un certain domaine, comme l'immobilier ou le transport scolaire? Ce sont tous des avenues possibles. Et ça veut dire que moi je vois très bien des ententes scolaires municipales. Ces concertations doivent se vivre de plus en plus à tous les paliers. Mais entre ces ententes qui peuvent être bien pensées et la réalité politique qui est là, celle de représentants, de décideurs, c'est deux choses complètement différentes. Je ne crois pas qu'il faille non plus confondre ces deux choses-là. Monsieur Villemer, j'ai compris moi aussi ce que vous vouliez dire, c'est que étant un élu moi-même, c'est qu'on dit l'élu gagne ou perd et les administrateurs et fonctionnaires perdent. En termes un peu plus ecclésiastiques, l'homme meurt et la quête demeure. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu. Vous résumez mon mémoire. Merci beaucoup, monsieur.